Pour vous raconter cette fresque historique avant l'invention de la photographie, ce film ludique associe diverses générations d'images. Retouches d'images, vidéo par prompt, photographie, gravure, peinture et dessin. Bon voyage avec les pionniers de l'image. Niepce, Niepce, Niepce. Oui, d'accord, il est de ceux qui inventent la photographie, vers 1820. Le monsieur, grâce à de la chimie, réussit à fixer sur une plaque sensible à la lumière l'une des premières images qu'il prend de sa fenêtre. Photographie. Et on écrit avec la lumière. Viendront ensuite bien d'autres améliorations d'autres inventeurs. Avec Nicéphore Niepce débute la grande histoire de la photographie. Et 70 ans plus tard, celle du cinéma. Et 100 ans plus tard, l'image devient numérique. Bon, c'est facile de trouver tout plein d'informations là-dessus. Mais, car il y a un mais, tous ces inventeurs, tous ces photographes n'auraient rien pu faire sans une invention bien plus ancienne, dont l'histoire est moins connue. La chambre obscure, dite chambre noire ou sténopée. Allez, je vous emmène pour un voyage temporel. Traversons l'histoire des pionniers de l'image. Et oui, quand j'évoque une époque, j'emporte le costume. Oui, j'aime bien ça. Nous sommes en pleine préhistoire. Vous savez, l'époque où nos ancêtres réalisaient d'incroyables fresques symboliques. Il y a plus de 40 000 ans, ces images mythologiques ont organisé leur culture. Quelque part aussi nos cultures. Ces images ont participé aux premiers fondements de société. Pour les réaliser, on maîtrise le feu, car on transporte sa lumière au plus profond des grottes. Tout nomades qu'ils sont, ils suivent les animaux qu'ils chassent. Et se protégeant du froid de l'air glaciaire, ils se reposent souvent dans des tentes. Nous n'en avons pas la preuve, mais il est tout à fait possible que nos ancêtres y aient parfois vu de spectaculaires et curieuses images. Des images dans les airs. Au dehors, il fait jour. Mais dans la pénombre de la tente, par un minuscule trou, un filet de lumière projette alors droit devant le paysage du dehors renversé. C'est là, sans le savoir, l'invention de la première chambre obscure, le sténopé, que nous détaillerons dans notre voyage. Et hop, de la préhistoire à l'antique civilisation égyptienne, il n'y a qu'un pas. Un grand pas, de milliers d'années tout de même. Aujourd'hui, les archéologues poursuivent leur découverte sur cette civilisation multimillénaire de grands bâtisseurs, mais aussi de grands astronomes. La chambre obscure a pu aussi servir dans ce passé lointain pour observer des éclipses sans se brûler les yeux. Si les astronomes égyptiens observent et connaissent bien les étoiles, les solstices, les équinoxes, ils n'étaient pas de grands spécialistes pour calculer l'avènement des éclipses. Malgré tout, rêvons un instant, en imaginant que l'image d'une éclipse solaire ait pu se projeter au sol d'un temple, grâce à une petite ouverture bien située au plafond, le temple devenant alors une grande chambre obscure. C'est en Chine antique que nous avons la preuve de la connaissance de la chambre obscure. Moins 500 ans avant notre ère, le savant et philosophe maoïste Mo Tse fait allusion à cette expérience optique dans son traité scientifique, le Mozi. En Europe, le terme chambre obscure sera traduit en latin par camera obscura, parfois camera optica. Comme tous ces pionniers de l'image, la plupart des spectateurs découvrant ce phénomène naturel témoignent avec intensité de leur enchantement, surtout quand la caméra obscura se trouve être la pièce dans laquelle vous êtes. Cela dépasse l'entendement, la beauté de cette projection. On dirait des peintures à l'envers.
Grèce antique aussi, nous avons une preuve d'un pionnier de l'image vers moins 300 ans. Le grand Aristote décrit le phénomène dans un de ses ouvrages scientifiques, le Problémata. Le savant nous dit « Tout objet placé en face d'une boîte entièrement fermée et percée d'un trou se reflète renversé sur le fond de cette boîte. » Aristote aurait observé alors une éclipse dans une petite chambre obscure que l'on baptise sténopée. Une autre version de l'histoire raconte que l'observation aurait eu lieu sur le sol d'une forêt au feuillage très dense, sauf à un certain endroit de la canopée, et oui, l'équivalent du petit trou de la chambre obscure. Mais le grand pionnier, c'est le Perse Ibn al-Haytham, dit Alhazen. Vers 1020, le savant étudie le phénomène en détail dans au moins 2 de ses traités, l'un sur l'optique, l'autre sur la forme de l'éclipse. Alhazen expérimente, par exemple, avec des lanternes de couleur et toujours cette histoire de petits trous. Alhazen donnera une étude mathématico-expérimentale sur la lumière et même sur le fonctionnement de notre œil. Alhazen nomme la chambre de projection de son expérience la maison sombre, que l'on traduira plus tard par chambre noire. Mais ce sont les propriétés des rayons lumineux qui passionnent Alhazen, plus que les images inversées que la lumière peut projeter. Nous voici de nouveau en Chine vers 1080 avec un autre grand esprit universel, Chen Kuo. Rendez-vous compte, il est géologue, mathématicien, cartographe, ingénieur hydraulique, diplomate, ministre, astronome, et j'en passe. Chen Kuo étudie en détail non seulement la chambre noire, mais aussi le miroir concave, appelé également miroir ardent. Si je vous en parle de ce miroir concave, c'est qu'il concentre la lumière, et aussi c'est parce qu'il va jouer 400 ans plus tard un rôle important dans l'histoire des images. Chen Kuo décrit le phénomène optique dans son traité le Mengshipitan. Ce miroir à la surface concave, de près, reflètera une image dans le bon sens. Mais en s'éloignant, la même image pourra être projetée sur un mur et apparaîtra alors plus grande, moins nette et inversée. Nous voici maintenant vers 1550 avec notre grand esprit universel, Léonard de Vinci. Léonard avait lu les travaux de savants comme ceux du Perse Alhazen, mais il dessinera et décrira la chambre noire dans son Codex Atlanticus. Léonard nous dit « En laissant les images des objets éclairés pénétrer par un petit trou dans une chambre très obscure, tu intercepteras alors ces images sur une feuille blanche placée dans cette chambre. Mais ces mêmes objets seront plus petits et renversés. Notez bien ce terme qu'il emploie, intercepter. Cela sous-entend que sur cette feuille blanche, on peut intercepter, garder donc, dessiner les contours de l'image projetée. Mais cette image est encore un peu floue pour intercepter la projection avec précision, sauf si on utilise un autre procédé optique qui possède également des propriétés réfléchissantes. Nous en avons parlé, le miroir concave. Et De Vinci le savait. Il avait même, parmi ses nombreuses recherches, conçu une machine permettant de les polir. Les choses se précisent. Nous sommes toujours au début du XVe siècle, à Venise, mais aussi dans le nord de l'Europe. Il s'y développe un important savoir-faire de confection des miroirs et des lentilles. L'utilisation de la réflexion des miroirs concaves va permettre progressivement d'améliorer la précision des images dessinées ou peintes.
À Bruges, un lien étroit unissait les peintres aux fabricants de miroirs. Ils appartenaient à un cercle d'entrepreneurs aisés avec le même saint patron, c'est la Guilde de Saint-Luc. À l'époque, le reflet dans un miroir, un fort symbole de vérité. Les deux professions échangent des savoirs techniques et cela permet à plusieurs peintres de renom de découvrir les images réfléchies par les miroirs courbes. Convexes ou concaves, les miroitiers réussissent en premier à souffler des miroirs courbes et plus tard à les réaliser plats. Ainsi, les reflets produits par la réflexion des miroirs concaves vont offrir une aide précieuse aux artistes. Ces miroirs sont de très haute technologie, rares et onéreux, et se comportent comme des lentilles avant l'heure. Ce sont des lentilles miroirs. Vous allez voir que c'est au début de ce XVe siècle que s'amorce le grand bond en avant des pionniers de l'image. L'usage de la projection optique va apporter aux peintres une nouvelle façon d'observer le monde. En moins de 20 ans, des images incroyables de vérité apparaissent. La perspective des objets comme des architectures les plus complexes va être dessinée ou peinte. Fascinés par ce nouveau pouvoir de réalisme, les peintres utilisent cette science de la projection renforcée par l'usage de la perspective géométrique. Les deux techniques combinées, se renforçant mutuellement, ils réalisent du jamais vu. Et si cette science de l'optique permet de placer des points et des lignes avec une plus grande précision, cela n'empêche pas qu'il faut être extrêmement habile pour parvenir à exécuter ces œuvres. Ce savoir-faire de plus en plus perfectionné permet avec méthode d'aller de plus en plus loin dans la précision du réalisme. On ne peut qu'applaudir. Ce bond en avant est des plus impressionnants. Par exemple, quand il s'agit de représenter les motifs complexes qui suivent les plis d'un tissu. De la platitude au relief, voici 3 exemples de l'évolution chez des grands maîtres du XVe siècle. On retrouve cette évolution aussi sur les reflets complexes des armures. Le bond en avant se poursuit quand l'italien Girolamo Cardano améliore considérablement la camera obscura vers 1540. Ce mathématicien, médecin, philosophe, astrologue remplace le minuscule trou de la chambre obscure par une lentille de cristal. Girolamo Cardano vient d'inventer l'objectif. À la même époque, naturalistes et astronomes progressent aussi grâce aux lentilles du microscope et du télescope. Il est alors possible de dessiner les portraits des paysages, des perspectives, avec une très grande exactitude. Avec ce nouvel usage de l'optique, l'artiste ne triche pas. Il se perfectionne comme il a toujours fait, tout en continuant à maîtriser sa composition et ses intentions. Durant plusieurs siècles, l'usage de ces miroirs et lentilles reste secret. La chambre noire n'avait pas bonne presse en ces temps religieux. Vouloir percer les mystères de l'univers, reproduire à la perfection l'œuvre du Créateur, n'est-ce pas un péché ? Giambattista della Porta en sait quelque chose. Sa chambre noire sophistiquée en 1589, d'où il projetait des images animées dans des spectacles ancêtres du cinéma, lui valut un procès pour sorcellerie. C'est au XVIIe siècle que les lentilles de verre de qualité deviennent suffisamment grandes pour supplanter les miroirs concaves dans la projection d'images.
L'usage de la projection se répandra alors rapidement dans l'avant-garde artistique, de la Flandre à l'Italie, puis au-delà jusqu'à l'arrivée de la photographie. Vermeer peint ses œuvres enfermées dans l'ombre de son atelier grâce à une super caméra obscura. Par ses subtils flous, elle lui inspire la touche inimitable de ses peintures. Puis, la technique de la projection optique se perfectionne tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. L'usage grandissant chez les professionnels comme chez les amateurs voit naître des caméras obscura nomades. Par exemple en forme de boîte portative de quelques dizaines de centimètres de long, comme celle du peintre Canaletto, qu'il utilise vers 1720 pour reproduire les esquisses à Venise en vue de réaliser ses célèbres peintures de la cité lacustre. Ou alors en forme de tente également, dans lequel s'installe l'observateur. Juste avant la naissance de la photographie, les pionniers de l'image innovent avec une dernière innovation. Plus besoin d'être plongé dans le noir avec la chambre claire ou caméra lucida. Tout se passe en plein jour grâce à l'association de lentilles et de prismes. Brevetée en 1806 par l'anglais William Wollaston, la chambre claire est également utilisée par des artistes en randonnée et en voyage. Et aussi, bien sûr, par les scientifiques lors de leur expédition afin de copier précisément les images du monde naturel. La chambre claire effectue avec un prisme une superposition optique du sujet à dessiner et de la surface où doit être reporté le dessin. C'est à la même époque que des chambres obscures géantes deviennent même des attractions permanentes pour le grand public. Et cela jusqu'à nos jours. À l'époque victorienne, les grandes chambres noires deviennent des attractions balnéaires populaires permettant à des groupes de personnes de vivre ensemble ce phénomène incroyable. Dans plusieurs villes touristiques du monde, les images en direct constituent une source de divertissement toujours appréciée. L'une d'entre elles, construite à Édimbourg en 1835, c'est la caméra obscura de l'actuel musée des illusions optiques qui continue de fasciner le public depuis plus de 190 ans. Oh là là, quel voyage! C'est un déchirement de s'arrêter là, mais j'ai besoin d'un peu de repos. Vous savez maintenant que l'apparition de la photographie avec Niepce, Nicéphore Niepce, n'est que l'aboutissement de siècles de recherche. Et d'ailleurs, depuis l'invention de la photographie et du cinéma, l'aventure des pionniers de l'image se poursuit. D'ailleurs, moi-même, quelle sorte d'image suis-je d'après vous? Seulement un prompt? Seulement un prompt?